Pourquoi les hommes aiment-ils autant le film American Psycho? J'adore vous faire des titres ultra directs, comme ça au moins ça nous met directement dans le vif du sujet. Et ça fait un peu réagir, on va pas se mentir. En 2000 sort au cinéma le film American Psycho. C'est un des plus grands succès de cette époque au cinéma. 25 ans plus tard, ce film est devenu culte. C'est une adaptation du roman éponyme aussi hyper connu de Bret Easton Ellis. Le film il est réalisé par Mary Harron et le rôle principal de Patrick Bateman est donné à Christian Bale. Il va y interpréter un golden boy new-yorkais qui oscille entre superficialité extrême et pulsion meurtrière. Son esthétique froide, sa satire du capitalisme et son humour noir en font une œuvre culte, mais aussi un objet d'ambiguïté. Car si American Psycho dénonce le vide existentiel et la violence d'un monde qui est régi par le matérialisme et la performance, un pan du public, majoritairement masculin, et le sous-titre de cette vidéo et de cette catégorisation inclut en fait les hommes hétérosexuels, s'est identifié à son anti-héros. Que ce soit de TikTok à 4chan, Patrick Bateman est devenu une icône, parfois même un modèle. Certains voient en lui un symbole de la masculinité pure, du capitalisme militant, sorte d'homme idéal, tandis que d'autres l'associent à ce concept de Sigma Male, sur lequel on reviendra plus tard, qui prend de plus en plus d'importance grâce aux réseaux sociaux, celui d'un individu dominant qui évolue en marge de la société. Mais aujourd'hui on va comprendre pourquoi ce film, à l'origine conçu comme une pure satire, est devenu un objet de fascination pour tant d'hommes, en quoi bien sûr cette réception éclaire notre époque, et les représentations contemporaines de la masculinité. Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà quand American Psycho est publié en 1991, c'est un roman qui déjà fait scandale. Le roman de Bret Easton Ellis choque par son extrême violence et son portrait très cynique des jeunes cadres financiers de l'ère Reagan. Ellis met en scène un personnage dénué de toute profondeur humaine, le reflet d'un capitalisme qui transforme les individus en purs consommateurs. Mais quand Mary Harron et Guinevere Turner décident en 2000 d'adapter ce roman, ils vont faire le choix d'adapter cette violence brute en une véritable satire. Déjà, je le précise ici, mais tellement de gens qui ne savent pas que ce film a été réalisé par des femmes. Ça peut paraître un détail, mais vous allez voir que sur tout le reste, ça ne l'est pas du tout. Et en fait, vous allez voir que tout le reste s'attache également à cette idée. Mary Harron l'a également précisé beaucoup de fois. Le but était vraiment d'exagérer les traits de son époque, et surtout les codes de son époque. Elle explique, la satire pousse les choses jusqu'à leur dimension la plus extrême, révélant des vérités sur celles-ci, comme la culture des restaurants, des vêtements ou des cartes d'affaires dans les années 1980. Ainsi, l'humour noir devient un véritable outil de critique. On pense bien sûr à la très célèbre scène où Bateman et ses collègues comparent obsessionnellement leurs cartes de visite et qui bien sûr illustre cette vacuité totale où il ne s'agit pas simplement de vanité d'ailleurs mais d'un rituel où chaque détail comme la texture du papier, la typographie devient une question de pouvoir et de domination, comme vous l'avez compris à travers la satire, une sorte de substitution à la comparaison phallique. Oui, on emploie des mots sympathiques. Is that a gram? New card. What do you think? Whoa. Very nice. Look at that. Picked them up from the printers yesterday. Good coloring. That's bone. And the lettering is something called Cillian Braille. It's very cool, Bateman, but that's nothing. Look at this. That is really nice. Eggshell with Romalian type. What do you think? Nice. Jesus. That is really super. How'd a nitwit like you get so tasteful? I can't believe that Bryce prefers Van Patten's card to mine. Mais malgré cette intention purement satirique, qui est quand même très explicite, enfin pour moi elle m'a toujours paru très explicite, donc je veux pas non plus parler pour les autres, mais bon, voilà. Le film a immédiatement été accusé de misogynie à l'époque, sans même avoir été vu ou lu. Selon la critique Mary Hoves, citée dans A Psychopath and a Female Gaze, American Psycho transcende la page et devient quelque chose d'éminemment plus grand, une rare exception. En fait, à ses yeux, American Psycho adopte parfaitement ce phénomène du female gaze, donc littéralement du regard féminin, si souvent oublié dans le cinéma, dans l'art en général, et par oublié, en fait, j'entends davantage dire mis de côté, parce qu'il a toujours plus ou moins existé, mais il s'agissait quand même de le mettre en avant et de le reconnaître. Donc ici, en déconstruisant la violence masculine plutôt qu'en la glorifiant. Mais donc pourquoi tant de spectateurs, et en particulier des hommes cis blancs hétéros, je vais dire les termes ici parce que même moi dans ma vie personnelle, je dois dire que le nombre de fois où j'ai entendu des hommes parler de ce film-là comme leur film préféré, et ils ont le droit, mais ne l'interprétant pas du tout de la bonne manière, il y a quand même souvent un motif qui se répétait. Je ne vais pas mentir, ça veut pas dire que je fais une généralité, une règle de cela, mais c'est une observation de ma part qui, j'ai l'impression, est quand même assez systématique. Pourquoi ces derniers ne perçoivent-ils pas cette ironie? Et surtout comment ce film, cette image, ce personnage a-t-il récupéré à des fins masculinistes? Ce qui est quand même le comble de l'ironie. Si American Psycho est construit comme une critique, comme j'ai dit, Patrick Bateman est devenu pour une partie du public masculin une véritable icône, un modèle. Une des premières choses qui fascine totalement chez Bateman, c'est son culte du corps. Dans une scène totalement emblématique, il détaille sa routine matinale avec des exercices de musculation, des soins du visage, une alimentation hyper stricte, et ce mode de vie ultra disciplinaire a trouvé un écho particulier
dans la culture fitness moderne. Et beaucoup de youtubeurs adoptent sa routine et tentent d'adopter son régime, et même Men's Health. Alors je sais pas si vous savez ce que c'est, en gros c'est un peu la référence du, disons, magazine lifestyle masculin dans le monde, c'est l'équivalent un peu de Vogue mais c'est beaucoup plus cheap et c'est surtout extrêmement cliché, c'est vraiment centré autour de l'homme, encore une fois blanc, hétérosexuel, très musclé, totalement dans les normes de beauté, très viril. Enfin, qu'est-ce que veut dire viril, mais bon, vous avez compris ce que je veux dire. Même ce magazine là qui est la quintessence de l'idéal de beauté masculin a dû avertir ses lecteurs et dire nous ne recommandons pas d'essayer cela vous-même. Mais ce qu'il faut comprendre c'est que plus loin que cette simple idée, ce culte du corps il s'inscrit dans une vision de la masculinité où la maîtrise physique est perçue comme une véritable preuve de domination, une preuve de supériorité. Batman, il est devenu, par ce point-là, totalement récupéré par des communautés en ligne qui vont valoriser sa performance et l'image qu'il dégage. Je tiens quand même à vous rappeler ici, avant qu'on me dise non mais c'est pas grave, y a rien de choquant jusqu'ici, etc., que dans ce film-là, si vous ne l'avez pas vu, c'est un peu compliqué de comprendre cette vidéo, mais bon, voilà, Batman est un assassin. Concrètement, dans le film, il tue un maximum de personnes, femmes comme hommes, hein. Jared Leto est passé par là. Chow or something. No, Helen. Is that a raincoat? Yes, it is. Et je pense qu'il faut quand même s'interroger, c'est aussi un peu le cœur de cette vidéo, sur la manière dont on commence à glorifier et iconiser un personnage qui, à l'origine, devrait quand même répugner ou, bien sûr, selon le ton qui est donné au film, faire rire, mais selon un humour totalement noir. Et donc il devient vraiment cette incarnation, finalement, de l'homme en l'hyper-contrôle, qui rejette toute forme de faiblesse, cet idéal de l'homme toujours au niveau physiquement et mentalement, qui bien sûr continue à entretenir ces clichés masculins totalement absurdes. Et on en vient à un nouveau point qui est hyper important, même central dans cette description du phénomène qu'il y a en fait depuis hyper longtemps autour d'American Psycho, mais vu plutôt à l'aube de notre époque, puisque sur les réseaux sociaux, Patrick Bateman est fréquemment associé à la figure du Sigma Male. Alors, qu'est-ce que c'est que le Sigma Male ? Vous allez voir, on va s'embarquer dans une explication, une analyse de ce phénomène-là qui semble totalement surnaturel, hors de ce monde-là, mais qui existe réellement, qui serait très synthétiquement une sorte de déclinaison marginale du alpha male, du mâle alpha. Celui-ci est décrit comme étant un homme puissant et qui reste détaché de normes sociales, solitaire, indépendant et qui se distingue, comme je l'ai dit, par son refus des conventions. Concrètement, sa figure elle repose sur un certain nombre de caractéristiques qu'on va pouvoir essayer d'énumérer en 2-3 points. Déjà, c'est un individu qui ne cherche pas l'approbation ou l'amour des autres. C'est justement cette distanciation émotionnelle qui le rend aux yeux de certains beaucoup plus fort, plus respectable, plus dominant que les autres hommes. Elle donne aussi une sorte de posture de rébellion sociale. Ça, j'entends pas dire que c'est un militant, hein. Plutôt qu'il va se revendiquer hors de son époque, en opposition à la culture populaire dominante. C'est un peu la pick-me, vous voyez, la pick-me masculine. Si je sais que le terme pick-me est un terme très controversé et qu'il faut le prendre avec des pincettes parce que c'est pas forcément le meilleur terme, mais je pense que de manière très générale, si vous connaissez ce que ça veut dire pick-me, vous allez comprendre un peu l'idée. Et surtout, la grande caractéristique du Sigma Male, c'est qu'il aurait tout pour devenir un mâle alpha, mais qui choisit délibérément de ne pas l'être. Ça paraît totalement surnaturel, cette catégorisation-là, en espèce de groupe d'hommes, de catégories humaines, on dirait qu'on parle d'espèces animales. Bah c'est un peu ça quand même, hein. Le principe à l'origine, c'est de se rapprocher, vous savez, du loup, quoi, enfin, où on est soit le chef de la troupe, soit un membre de celle-ci, soit on est dominant, soit on est dominé. Et si vous pensez que c'est juste encore une fois une aberration qui concerne 3 pecnos sur la Terre, sachez que ce n'est absolument pas le cas. Il y a des véritables groupes qui existent, c'est quelque chose de très répandu. Des groupes de masculinistes qui vendent des formations, qui vont en forêt ensemble pour chasser ou pour retrouver une sorte de masculinité originelle qu'ils auraient perdue parce que la société les aurait corrompus. Enfin, c'est une sorte d'interprétation rousseauiste de la société, mais vue d'un point de vue absolument masculiniste. C'est totalement ridicule. Et pour revenir à Batman, cette lecture qu'on a fait de son personnage, elle alimente, comme je l'ai dit, son statut de modèle pour un certain nombre de jeunes hommes qui se sentent en rupture totale avec les valeurs progressistes actuelles. Il devient une véritable figure de l'outsider, du marginal endurci, une sorte de jouet cassé qui refuse de s'adapter à une société qui juge décadente ou affaiblie par, comme je l'ai dit, des valeurs prônant l'égalité, le respect d'autrui, de toutes les incarnations de la féminité, de la masculinité et plus généralement des performances du genre. Beaucoup de phrases qui veulent en réalité dire c'est un homme de droite. Désolée, j'étais obligée de le dire, j'étais obligée. Ce que vous devez retenir, c'est que le Sigma Male n'est pas un woke. Ce qui est frappant, c'est que en fait, ces discours masculinistes, ils frôlent parfois une sorte de critique qui peut être pertinente. Calmez-vous, j'ai pas fini ma phrase. Parce que eux-mêmes approchent la question essentielle justement de la construction de la masculinité et des carcans qu'ils imposent. Mais au lieu d'interroger ces normes de genre, essayer potentiellement de les déconstruire, d'en faire un objet d'appropriation personnelle, ils vont en produire de nouvelles, qui restent tout aussi rigides, voire totalement imperméables. Ce besoin
permanent de sécurité identitaire l'emporte alors sur toute autre réflexion critique, au prix d'un enfermement dans d'autres formes de domination. Et on en arrive maintenant à un autre point de cette vidéo qui est le point peut-être le plus important concernant cette idolâtrie, cette nouvelle image qu'on a de Patrick Bateman et qui s'est construite à travers les années depuis la sortie du film, c'est celle de l'esthétique du yuppie. Un autre facteur clé de la fascination masculine pour Patrick Bateman réside plus généralement dans l'esthétique qu'il représente. Son apparence, avec des costumes toujours impeccables, des cravates sobres, des montres de luxe, un bel appartement avec vue sur le tout New York, correspond au code du yuppie. Alors yuppie, vous inquiétez pas, c'est pas un terme qui date d'il y a 6 mois. En France, j'ai l'impression qu'on connaît pas forcément ce terme-là, en tout cas si on n'est pas né dans les années 80, c'est un peu compliqué. Et sachez que c'est un terme hyper important à comprendre pour soi-même voir à quel point il y a un regain depuis en fait une dizaine d'années. C'est bien sûr par tout ce qui va avec le libéralisme. En fait, le yuppie représente vraiment ce jeune cadre dynamique des années 80, dont le mode de vie hyper matérialiste symbolise la réussite individuelle et la méritocratie. In fine. Et aujourd'hui, cette esthétique, elle revient vraiment en force. C'est une tendance qui réhabilite totalement le mode de vie, le style vestimentaire des Golden Boys de Wall Street. Celui, comme je l'ai dit, de ces jeunes cadres qui souvent sortent d'écoles de commerce, qui vont faire de la finance. Et c'est un retour qui est quand même assez paradoxal, on va pas se mentir. Alors que la jeunesse actuelle rejette de plus en plus le monde de l'entreprise et surtout des modèles économiques actuels, elle célèbre malgré tout une image qui est associée totalement à l'ultralibéralisme et à la hiérarchie sociale. Et comme j'ai dit, voilà, ce phénomène, il participe vraiment à la profusion, surtout à la confusion en fait, entre la satire et l'admiration qu'on peut porter à Patrick Bateman. American Psycho rendait totalement risible cette superficialité, cette obsession de statut social, mais en figeant Bateman dans une esthétique froide et élégante, le film a malgré tout réussi à le rendre auprès d'un certain public une figure enviable. Et sachez que le yuppie, c'est pas seulement un style vestimentaire. Il incarne aussi, comme je l'ai dit, un idéal masculin fondé sur la réussite, mais aussi l'ambition et la domination. Il perpétue une image du self-made man, qui derrière l'apparence totalement polissée du businessman, repose sur une idéologie de compétition, de maintien du pouvoir. Cette conception de la masculinité, qui associe autorité et performance économique, alimente aujourd'hui les discours les plus conservateurs. Par exemple, parce qu'on n'est jamais très loin de lui dans littéralement toutes les vidéos que je fais, le yuppie c'est devenu une véritable image constitutive du mouvement MAGA. MAGA c'est Make America Great Again, c'est le mouvement de Trump. Loin d'être un simple vestige des années Reagan, il demeure encore un modèle de virilité pour certains milieux réactionnaires. Je vous invite à vous replonger quelques semaines, quelques mois en arrière, lorsque Mark Zuckerberg a lui-même affirmé dans un podcast que la société devait être remasculinisée, qu'elle a besoin même de plus d'énergie masculine. En fait, il s'inscrit totalement dans cette continuité. Pourquoi il le fait, c'est un autre sujet, mais le discours est là. J'ai envie de vous dire, le personnage de Donald Trump est lui-même l'incarnation de ce phénomène. Hérité d'un empire immobilier, lui-même fondé son image sur celle du businessman impitoyable et omniprésent dans les médias par ailleurs. Je sais que Donald Trump a écrit des livres, oui, notamment un qui s'appelle The Art of the Deal, qui a été publié en 1987, qui a été un best-seller aux États-Unis. Comme quoi, où dedans il explique clairement que le monde des affaires est selon lui une véritable arène où seuls les plus compétitifs triomphent, un monde de véritables requins où moralité et humanité n'ont et n'auront jamais leur place. Le culte de la réussite individuelle s'est ensuite incarné dans The Apprentice en 2004, que pareil si vous ne le savez pas, mais Donald Trump a également fait de la télé-réalité avant d'être président des États-Unis. Cette phrase n'a aucun sens. Bref, une émission de télé-réalité où il mettait en scène son autorité, en éliminant à chaque fois les candidats jugés trop fermes par un simple « tu es viré ». It could have been a hell of a lot better, but look, I'm not a guy who's going to run around blaming people. So I'm going to take responsibility for that. So if you want to fire me, go right ahead. All right, Gene, But I think you're fired. Du Trump, quoi. Et à travers Trump et la culture du yuppie, ce qu'on observe, c'est bien sûr une certaine vision de la masculinité qui continue à avoir un écho extrêmement important de nos jours. Celle du leader dominateur, stratège et insensible, qui associe surtout pouvoir économique et pouvoir social. Ce modèle, qui correspond parfaitement à l'image de Bateman, expliquerait donc peut-être pourquoi tant d'hommes continuent encore aujourd'hui à voir en lui un idéal, sans voir le second degré derrière ce film. C'est donc une véritable fascination révélatrice d'une crise de la masculinité déjà depuis quelques temps. La fascination qu'engendre ce personnage auprès de jeunes hommes hétérosexuels peut nous révéler. Comme je l'ai dit, Patrick Bateman est très souvent récupéré par des groupes masculinistes réactionnaires, un groupe pléonasme, qui associe les avancées progressistes à un déclin des repères virils. On retrouve parmi ses adorateurs des figures de l'anti-woke, ou encore des détraqueurs de la diversification dans les grandes franchises, je pense notamment à Marvel. Je survole ce point ici, il mériterait en fait à lui une seule vidéo. Sachez qu'aujourd'hui le sujet des fanbases, de comment certaines communautés de fans se sont transformées en véritables relais de discours réactionnaires, donc très souvent misogynes, xénophobes et tout ce qui va avec, sont très importantes dans l'influence et le traitement de la culture. Tout cela, comme je l'ai dit, en réaction aux politiques de diversification qui d'ailleurs sont bien loin derrière nous parce qu'elles ont été annulées par Trump. L'historienne Lucine Peytavin, dans un ouvrage qui s'appelle Le coût de la virilité, montre que le monde professionnel continue de privilégier des traits traditionnels masculins comme l'ambition ou la domination, tandis que des qualités associées au féminin,
comme l'empathie ou la coopération, restent sous-évaluées. Bateman cristallise cette figure de l'homme performant, insensible et dominateur. Dans Trump, La revanche de l'homme blanc, un ouvrage de la sociologue française Marie-Cécile Nave, qui est également spécialiste des États-Unis, elle souligne comment le président des États-Unis incarne une forme de masculinité hégémonique qui valorise l'autorité brute et le pouvoir sans compromis. Et Bateman, en tant que produit du capitalisme ultralibéral, s'inscrit totalement dans cette nostalgie d'un idéal masculin, d'un pouvoir masculin absolu. Pour conclure cette vidéo, j'aurais pu utiliser énormément de films qui valorisent beaucoup ces idéaux-là. J'ai pensé à Fight Club par exemple, qui est aussi l'une des grandes références de récupération, tout ça, mais disons que je pense que American Psycho est peut-être le plus substantiel, parce qu'encore une fois, comme je l'ai dit, à l'origine, dans ses volontés premières, une satire pure et dure de tout ce qui aujourd'hui est valorisé par son personnage principal par certaines communautés. Et donc cette fascination masculine, à mon avis, révèle une crise beaucoup plus profonde, celle du malaise d'une génération face à l'évolution des normes de genre, difficulté à trouver de nouveaux repères masculins, et le rejet d'un monde perçu comme de plus en plus hostile à la virilité traditionnelle. Ce qui était censé être une satire est devenu un mythe, et plus de 20 ans après sa sortie, American Psycho n'a jamais été aussi actuel.